bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. J'avais très envie de consacrer le premier reading vlog de mars à la lecture de petits pavés. Alors j'ai sorti déjà deux titres pour la petite pile à lire pour cette vidéo là. Deux titres qui me tentent énormément et que j'avais très envie de lire. Je ne sais pas s'il y aura que ces deux titres là ou alors si je vais rajouter d'autres choses. Je pense que je verrai au fur et à mesure de la vidéo si jamais j'ai le temps de me caser encore une autre lecture ou pas. En tout cas, la première lecture qui va m'accompagner dans cette vidéo, c'est Heavenbreaker de Sarah Wolf. Donc vous avez le titre juste ici. J'ai enlevé la jaquette parce que je suis actuellement en train de le lire. Je l'ai commencé juste hier soir, donc j'en suis pas vraiment très loin. Je suis arrivée page 60 pour l'instant. Un résumé quand je l'aurai bien avancé, mais sachez qu'ici on part dans un titre plutôt de science-fiction avec une histoire un petit peu de vengeance. Donc j'avais très hâte de découvrir ce titre là parce que c'est mon tout premier titre de Sarah Wolf. J'ai vraiment entendu beaucoup bien sur cette autrice là, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Et ensuite, le deuxième titre que je vais lire dans cette vidéo, c'est L'oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Broadbent, qui est donc le premier tome de la nouvelle duologie dans l'univers Les couronnes de Nyaxia, ou alors le tome 3 au niveau chronologique. J'ai trop hâte de les découvrir. Vous savez que j'adore cette série, vous savez que j'adore l'écriture de Carissa Broadbent, j'adore les histoires de vampires et c'est clairement ça qu'on retrouve dans cette histoire. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner avec le personnage de Miche en tant que personnage principal et également de découvrir quel sera l'autre personnage principal. Ce titre là je le lis en lecture commune avec Kelly, donc j'espère vraiment que c'est une lecture qui va nous plaire à toutes les deux. Du coup voilà pour les deux titres que je souhaite lire dans cette vidéo. Alors je dois recevoir un petit service presse en début de semaine prochaine, donc je vous montrerai ça très certainement dans le prochain clip ou alors dans le clip d'après, ça dépend quand est-ce que je le recevrai. Mais de toute façon je vous retrouve je pense lundi pour vous faire déjà un premier update par rapport à ce que j'aurais pu lire là ce week-end. Un petit update dans le vlog, devinez qui a commencé une lecture que je ne vous ai pas présentée en début de vidéo, c'est moi. En fait, je sais pas si c'est parce que j'ai bien lu au mois de février et du coup là j'ai un petit moment de creux au niveau de mes lectures, mais j'arrivais vraiment pas à me concentrer, j'arrivais pas à rester en fait dans mes lectures. Ce qui fait que je vous disais la dernière fois que j'avais commencé Heavenbreaker, donc attendez, je le reprends juste ici. Je suis arrivée là, j'ai vraiment très peu avancé, donc je suis arrivée page 75. Non pas que j'aime pas ma lecture, parce que pour l'instant j'aime bien, même si je trouve que des fois au niveau de la description, notamment de la première scène où notre héroïne va se battre, en fait j'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon, mais en soi j'aime bien, c'est pas le souci en fait pour ce titre là, c'est juste que je pense que j'étais pas dans le mood pour lire de la SF, donc je l'ai mis un petit peu de côté pour démarrer une autre lecture qui me hypait un peu plus. Alors je pense que je vous avais pas fait de résumé de toute façon pour ce titre là. On est dans une histoire donc de science-fiction où on va suivre notre personnage qui s'appelle donc Sinali et qui est une jeune femme qui va essayer de se venger. On comprend dans cet univers que vous avez des personnes qui vivent sur des stations, donc vous avez plusieurs stations, une planète qui est pas très loin et que les personnes essayent depuis pas mal d'années de terraformer un petit peu cette planète pour essayer d'aller y vivre. Sur la station c'est un petit peu comme partout, vous avez une différence un petit peu de statut entre les personnes qui sont riches, qui sont au pouvoir et qui sont aux commandes en fait de cette station là et les personnes qui sont plutôt pauvres et qui galèrent juste à survivre. Vous avez le père de notre personnage principal, de Sinali, qui est quelqu'un d'extrêmement connu, qui a eu en fait un enfant illégitime, donc elle, une personne qui n'était pas sa femme, donc la mère de Sinali. Donc maintenant que monsieur cherche à gravir encore plus les échelons, il se dit que ça le fait pas en fait d'avoir une famille un petit peu
illégitime comme ça. Donc il va chercher à tuer la mère de Sinali et Sinali, éviter les problèmes et faire en sorte qu'on n'ait plus de choses négatives à dire de lui. Donc la mère de Sinali va malheureusement être tuée, mais Sinali va réussir à s'en sortir. Et donc elle va chercher à se venger de ce père qu'elle ne connaît pas, de toute façon elle ne l'a jamais vu. Elle va essayer de se venger de lui et de cette famille. Donc au tout début du roman, on sait que Sinali a réussi à tuer son père biologique. Elle est justement dans sa chambre, on va dire, et elle vient de le tuer. Elle n'a pas vraiment réfléchi à l'après. Donc elle est un petit peu coincée dans ses appartements et elle se dit voilà, j'ai réussi ma vengeance mais je ne vais pas pouvoir m'en sortir de toute façon, est-ce que j'en ai vraiment envie? Donc elle va se dire je vais essayer d'humilier encore plus cette famille, donc la famille Haute-Claire. Donc je vais essayer de participer à des jeux. Alors que vous avez des jeux qui sont organisés tous les certains temps, donc là c'est la demi-finale d'une sorte de joute, spatiale. En fait vous avez des personnes qui s'affrontent un petit peu comme les joutes du Moyen-Âge, sauf que c'est version futuriste, version spatiale. À ce moment-là où je vous disais que niveau description je trouvais que c'était un petit peu brouillon, grâce à la suite du texte un petit peu mieux l'univers et un petit peu mieux vraiment ce qui s'est passé, L'armure s'adapte totalement à son corps, à elle, et elle va décider d'aller se battre et de mourir au combat. Comme ça, lorsqu'ils vont s'apercevoir que ce n'était pas une personne de la famille Haute-Claire et que c'était peut-être sa famille illégitime, parce qu'ils vont très certainement faire des tests ADN sur elle, elle va pouvoir du coup porter préjudice à cette famille même après sa mort. Donc c'est ce qu'elle va chercher à faire, donc on va la suivre, elle va participer à ce combat-là. Elle va combattre quelqu'un et en fait cette personne pense que Sinali est quelqu'un d'autre. Vous avez une sorte de combattante qui représente la famille Haute-Claire pendant les combats et du coup cette personne pense que Sinali est cette personne-là. Et donc il va chercher à la combattre comme d'habitude, il ne pense pas en fait que c'est quelqu'un qui n'y connaît absolument rien aux joutes et qui ne sait pas du tout comment juste survivre dans ce milieu-là qui est assez particulier. Sinali va perdre ce combat et va manquer de mourir, sauf qu'elle va être récupérée. On va la soigner grâce à la technologie assez poussée qui permet justement aux riches de se soigner de blessures vraiment très très graves. Elle bien sûr comme elle ne vient pas de ce milieu-là, elle ne connaît pas du tout ce genre de technologie. Donc elle va réussir à être soignée et il va y avoir quelqu'un qui va venir la voir et qui va lui proposer un marché. Lui dire voilà, tu pensais avoir fait ta vengeance en tuant uniquement ton père, mais en fait il faut savoir qu'il y a 7 autres membres de ta famille qui ont validé en fait l'action de ton père, qui ont validé le fait de venir chez toi pour tuer ta mère et toi-même. Forcément quand elle apprend ça, elle n'est pas vraiment très contente, elle n'est pas de très bonne humeur. La personne va lui dire voilà, je vais te former justement pour réussir à combattre pendant les joutes, pendant ces combats-là, et à chaque combat que tu vas gagner, je vais t'aider à détruire une personne qui a participé eh bien, à la mort de ta mère. On va suivre notre personnage à partir de ce moment-là et donc on va découvrir ce personnage assez mystérieux. On va essayer d'apprendre un petit peu plus de choses sur lui. Pour l'instant, c'est pas que j'aime pas le récit, c'est juste que j'avais pas spécialement envie de lire de la SF pour l'instant, donc je l'ai mis un petit peu sur pause, le temps de lire une autre lecture. Je pense que j'y reviendrai juste après et on verra si jamais j'arrive un petit peu mieux à m'y mettre ou pas. Ce qui fait que j'avais repoussé un petit peu la LC que je faisais avec Kelly pour l'oiseau chanteur et le cœur de pierre. Donc je la commence uniquement aujourd'hui, donc on a prévu un petit découpage, on a prévu de lire une centaine de pages par jour. Donc ça je vais commencer ça tout à l'heure. J'ai démarré un titre qui me tentait vraiment énormément. De ça c'est un titre qui avait été voté lors de ma vidéo Book Haul Check-in pour les 3 derniers mois de l'année 2024 et je ne l'ai pas encore lu et mine de rien on arrive déjà au mois de mars. J'ai uniquement lu un des 3 titres qui avaient été sélectionnés, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de lire au moins le deuxième titre qui avait été sélectionné. Et écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup. Là on arrive à un moment où notre personnage principal a complètement changé de caractère. Je pense qu'il y a clairement une explication, donc j'attends d'avancer dans le roman avant de râler. Donc j'ai commencé Divine Darkness de Anna Trice, donc c'est le premier tome qui s'appelle Une offrande de chair et de sang. C'est un premier tome de trilogie de romantasy où on va parler un petit peu de divinité. En gros vous avez des divinités. Alors vous avez un petit classement au début du roman. Je vais vous reprendre ça. Vous avez les Phaedras qui sont en haut, on va dire, de cette hiérarchie. Donc c'est toutes les divinités. Vous avez Night qui est le Phaedra de la nuit des ténèbres. Vous avez Sun, le Phaedra du jour de la nuit. Vous avez Rose, la Phaedra de l'amour, de la beauté. Blake est donc Phaedra de la guerre et du feu. Et Sélénie qui est donc Phaedra de la lune. Vous avez uniquement ces 5 personnages-là qui restent au niveau des dieux. Ensuite, vous avez la catégorie des polytres. Donc vous avez toutes les sortes de créatures fantastiques. Donc merci aux personnes qui m'ont dit d'ailleurs
volontaire d'ajouter ce titre-là pour la catégorie justement créatures fantastiques pour le Romantasy Challenge, parce que je comprends maintenant qu'il y a effectivement pas mal de créatures. Donc vous avez des créatures qui sont différentes par rapport au royaume dans lequel on est. Donc au royaume obscur, vous avez des elfes de nuit, des vampires, des lycanthropes, etc. Au royaume du soleil, vous avez des elfes de jour, des minotaures, des sirènes. Au royaume sylvestre, des centaures, etc. Enfin voilà, vous avez compris, on a plusieurs créatures différentes en fonction de là où on se trouve. Et pour finir, vous avez les éphémères qui sont donc le peuple des humains qui vivent dans les sous-sols unis. Pourquoi est-ce qu'ils vivent dans les sous-sols unis? C'est parce que en gros il y a eu une guerre il y a pas mal de temps de ça, il y a eu un traité de fées et les humains ont choisi de ne plus être les servants en fait des dieux et des politres. Ils se sont réfugiés dans les sous-sols unis et ils font un petit peu leur petite vie à part entre les humains. C'est pas vraiment le meilleur lieu pour vivre, mais on va dire que voilà, ils sont pas obligés de rendre des comptes tout le temps en fait aux politres et aux Phaedra. Alors on a eu un petit prologue où on a suivi justement le dieu des ténèbres, le dieu de la nuit, donc qui est Night, que j'ai trouvé extrêmement bien fait. J'ai vraiment adoré le prologue, j'ai trouvé que c'était hyper immersif, hyper sombre, ça m'a vraiment bien plu. Ensuite on a eu la première partie où on va rencontrer notre personnage principal de Danae, qui est donc la princesse des sous-sols unis, enfin l'une des princesses parce qu'il y a elle, sa sœur, et il y a également un prince avec son frère. Donc vous avez le roi et ses chanceliers qui dirigent un petit peu les sous-sols unis, et vous avez 4 endroits différents. Vous avez le sous-sol des couchants, des levants, des nordistes et des sudistes, mais vous avez le roi qui est au-dessus et qui dirige tout ça. Maintenant on va vite s'apercevoir que Danae vit très mal sa position de princesse. Elle a également beaucoup de mal en fait à accepter que certaines personnes du royaume de son père meurent de faim, ne savent pas où dormir, etc. alors que son père et ses chanceliers vivent dans l'opulence. Du coup elle a vraiment beaucoup de mal à accepter ça. Donc elle a une deuxième casquette où elle se fait appeler le renard, un petit peu le Robin des Bois version féminine. Donc elle essaye de voler aux riches pour essayer de redonner aux pauvres, bien sûr sous cette fausse identité, mais sinon même en tant que princesse on va dire qu'elle n'est pas très appréciée par la cour et par notamment son père. C'est une princesse un petit peu rebelle qui ne se laisse absolument pas faire. Tout ce que je peux vous dire pour ne pas vous spoiler par rapport au roman, c'est que vous avez le dieu du soleil, donc Sun, qui va chercher des épouses, et donc vous avez les 2 princesses humaines qui vont être conviées à une sorte de bachelor on va dire, où elles vont devoir postuler pour devenir une épouse du dieu du soleil. Donc bien évidemment ça va poser quelques problématiques parce que sa sœur elle est déjà mariée et elle est déjà enceinte, et elle-même Danae elle a été promise à quelqu'un, bon quelqu'un qu'elle n'apprécie absolument pas, mais voilà, son père a fait une alliance avec l'un de ses chanceliers, donc elle est promise déjà à quelqu'un. Parce que bien sûr lorsqu'une divinité demande quelque chose, vous ne pouvez pas lui dire non. Les jeunes femmes vont devoir accepter leur sort et accepter le fait qu'elles vont devoir participer à ça. Et je m'arrête là parce que j'ai pas envie de vous donner plus de détails par rapport à ça. Alors pour l'instant on va dire que le livre est assez introductif. Je suis arrivée page 177. Cette première partie prend vraiment son temps et l'autrice prend vraiment son temps pour développer ses personnages, et notamment le personnage de Danae. On construit un personnage assez fort qui est assez intéressant à suivre. Plutôt bien sur le personnage de Danae. Par contre là on a eu un petit passage où en fait elle a changé de personnalité vraiment en 2 minutes. Je pense que c'est lié à quelque chose, donc j'attends de voir si c'est ça ou pas. Si jamais il n'y a pas d'explication, là je vous avoue que je comprendrai pas le choix de l'autrice, mais en tout cas c'est clairement le roman qu'il me fallait parce que je trouve que c'est assez immersif, on est bien dans l'histoire, on avance bien avec le personnage. Je vous avoue que d'être passé par un prologue qui était hyper immersif avec une très chouette ambiance, après on passe juste à suivre Danae comme ça, j'étais un petit peu triste parce que l'autrice a vraiment fait un très bon prologue, et du coup j'étais un petit peu triste de ne pas continuer à suivre les dieux, je vous avoue, mais c'est pas grave parce que j'aime vraiment bien le personnage de Danae aussi, donc j'attends de voir un petit peu son évolution. Et là j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer parce qu'on va découvrir justement le royaume des politres, on va découvrir des choses sur les Phaedra aussi, donc je me demande bien ce qui va se passer. Alors on sait des choses qui nous sont dites au niveau de la 4e de couverture qui ne sont pas encore arrivées dans le roman, sachant que je suis bientôt à la moitié. Le roman fait quoi? Il fait 380 pages. Je me dis que c'est un peu dommage d'avoir noté autant de choses au niveau de la 4e de couve, parce que je trouve que ça spoil un petit peu. Donc si jamais vous voulez ne pas lire la 4e de couverture, n'hésitez pas, parce que ouais,
je trouve que ça spoil un petit peu le roman, c'est vraiment dommage. C'est vraiment que les événements qui se trouvent au niveau de la 4e de couverture arrivaient beaucoup plus vite dans le roman du coup, mais c'est pas le cas. Enfin bref, je vais continuer cette lecture parce que vraiment j'aime beaucoup ce que je lis. Donc aujourd'hui je pense que je vais avancer là-dedans et je vais lire ma centaine de pages en fait pour l'oiseau chanteur et le cœur de pierre. Donc je vais avancer sur ça tranquillement. Je pense que je reprendrai Heavenbreaker une fois que j'aurai terminé Divine Darkness. Ce qui est plutôt chouette, c'est que si jamais je suis à fond dans l'univers de Divine Darkness, et bien les 2 autres tomes sont déjà sortis. Donc si jamais j'aime bien, je pourrais me prendre la suite pour essayer d'avancer rapidement dans cette trilogie. Un petit update dans le vlog, avant de vous parler un petit peu des lectures que j'ai pu avancer, je voulais vous faire un petit book haul puisque j'ai reçu un service presse et j'ai 3 achats perso. Le service presse c'est pas celui que j'attendais de base, je pensais pas que j'allais recevoir celui-là si tôt, mais bien écoutez, je l'ai reçu là déjà aujourd'hui. Du coup je pense que je recevrai celui que j'attendais de base dans les prochains jours, donc je vous montrerai ça dès que je le reçois. Du coup là j'ai reçu de la part de chez Corrigan Fallen Crows de Émilie Chevalier, qui est un premier tome de série de fantasy. Et écoutez, j'adore l'objet livre, vraiment je le trouve absolument magnifique. Franchement j'aime autant l'édition reliée que l'édition brochée parce que la couverture du brochet est différente, je vous la mettrai juste ici. J'aime vraiment beaucoup les illustrations qui ont été faites pour ce titre là. Du coup le livre est comme ceci, voilà, vous avez un jaspage avec une petite couronne, tout ça. En haut le jaspage donne ça et en bas il est comme ceci. La jaquette, vous avez une illustration avec les personnages du livre, hein, je suppose, et vous avez un livre de toute beauté. Donc vous avez le livre qui est comme ceci. Plutôt pas mal, c'est que cette fois-ci on n'a pas un dos qui est vide parce que les éditions Corrigan ont expliqué que pour les livres qui étaient francophones et qui n'étaient pas traduits, en fait ils ne mettaient pas le titre là. Je ne sais pas pourquoi, c'est apparemment la personne qui fait les objets livres qui a décidé de faire ce choix là. Ce qui fait qu'on a souvent un dos qui est complètement vide, en fait il y a juste le logo Corrigan et il n'y avait rien. Donc là au moins il y a des dorures en fait sur le dos, du coup je trouve que ça remplit un petit peu plus. Et vous avez l'arrière qui est comme ceci. Et donc vous avez des petites pages comme ça au niveau de l'intérieur. Et après il y a une petite carte. Voilà, je crois qu'à la fin du livre c'est également les mêmes illustrations. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi le titre, il est vraiment magnifique. Et alors je ne sais pas s'il y a eu une petite campagne de précommande pour ce titre là ou pas, mais moi j'ai reçu du coup la petite illustration qui se trouve à l'arrière de la jaquette, donc qui représente les personnages principaux. Donc pareil, je pense qu'elle va rejoindre les petites illustrations juste derrière. Alors c'est un titre qui sort le 19 mars, il fait 384 pages pour être exact, et donc c'est un premier tome de série de fantasy. On nous dit un empire sur le point de basculer, 2 héritiers qui refusent leur destin jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Pour le résumé, on est dans l'empire d'Obragon, printemps 1776. Cornelis Ier vacille, la paranoïa l'égare et autour de lui les têtes tombent. Son fils, Alexander, ne semble ni prêt ni résolu à lui succéder, préférant s'étourdir dans les fêtes somptueuses du palais. Alors que les complots pullulent, la situation de l'empire semble désespérée. Les provinces s'agitent, les ennemis ancestraux des îles d'Os proposent une paix au prix trop élevé, et les ombres, ces magiciens qui infiltrent la société, tissent péniblement leur toile. Que vient donc faire Cléora, jeune inconnue au caractère impétueux dans ce tableau déjà troublé? Accepte-t-elle si facilement de suivre Alexander et ses amis dans leur extravagance? Quel secret cache-t-elle? L'héritier refuse son legs et que ses rivaux n'attendent que de le lui ravir, quand des vies sont brisées sur l'autel du pouvoir et de la folie. Qui peut prédire de l'avenir d'un amour naissant? C'est assez mystérieux je trouve au niveau du résumé, plutôt bien, et avec cette histoire de magicien également qui infiltre la société, ça peut être vraiment très cool. Du coup voilà pour la petite réception de chez Corrigan, je remettrai la jaquette juste après.
Ensuite, alors je suis allée faire un petit tour en librairie ce matin parce que je voulais me prendre initialement le titre de la lecture commune de mon book club qui va donc commencer la semaine prochaine. Je suis donc allée me chercher L'Arène de Orlan Grey qui est donc un premier tome de duologie. Et alors vous avez le tome 2 qui va arriver très bientôt. La date elle n'est pas marquée derrière mais je l'ai vu passer, je crois que c'est au mois de mai si jamais j'ai pas de bêtises. Donc vous avez vraiment la duologie qui va être terminée avant l'été, donc ça c'est vraiment trop bien. On est ici sur un premier tome du coup de Dark Romantasy et on nous dit quand la morale n'existe plus, l'amour devient un jeu mortel. Ryakina, l'héritière présumée morte de l'empire d'Oska, a toujours vécu dans l'ombre. Réfugiée sous une fausse identité, elle s'est forgée une vie criminelle déterminée à offrir un avenir aux siens, ces rares Oskiens en quête de sécurité. Lorsqu'un vol audacieux dans la forteresse impériale de Noshi tourne mal, ses rêves de liberté s'effondrent. Elle est arrêtée et condamnée à choisir entre se battre dans l'arène de la Boïna, devenir l'esclave sexuelle de l'empereur de Noshi. La princesse déchue se retrouve confrontée à un dilemme qui risque bien de la propulser au cœur d'un jeu mortel. Ça a l'air vraiment très chouette et clairement je fais confiance à l'autrice pour ce titre-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ma découverte de sa plume avec La Tour des Immortels. Craqué pour 2 formats poche qui sont 2 titres de Dark Romance. Alors j'ai craqué sur la suite de la série de Penelope Douglas que j'avais découvert du coup au mois de février, qui est donc le tome 2, c'est Dark Desire, donc ça s'appelle Hideaway. On va suivre d'autres personnages principaux, c'est à chaque fois comme ces séries de romances où on va suivre des personnages principaux à chaque tome différent. Mais alors j'avais suivi l'avis de Larry, qui est une booktubeuse américaine, qui disait que elle avait vraiment adoré le tome 3 et le tome 4, mais que pour vraiment comprendre les personnages et comprendre un petit peu qui ils sont, et pour aimer justement ces tomes 3 et 4, il fallait avoir lu les 2 premiers tomes avant, parce que sinon on n'aimait pas forcément les tomes 3 et 4. Du coup je lis la saga dans l'ordre, ça me permet également de découvrir un petit peu la plume de Penelope Douglas. J'avais vraiment bien aimé le premier tome parce que ça se lisait un petit peu comme un thriller, je l'avais dit, il y avait une sorte de petite enquête, c'était assez mystérieux. Les personnages m'avaient bien plu, même si le personnage de Michael, j'avoue que c'est pas mon personnage préféré, mais les autres personnages justement de ce petit groupe d'amis m'intriguent énormément et j'avoue que je suis assez curieuse de voir pourquoi les personnes adorent le tome 3 parce que ça concerne un personnage que j'ai vraiment détesté dans le premier tome. Du coup j'ai hâte de voir si le tome sur lui va signer un petit peu sa rédemption. Donc là en tout cas c'est un tome sur Kei, il me semble, Kei Mori, voilà. On nous dit beau, riche, talentueux, c'était l'enfant chéri de Thunder Bay jusqu'au jour où il a brutalement tourné le dos à son brillant avenir. Un mystère pour tout le monde, sauf pour moi, la même noirceur coule dans nos veines, la même fascination pour le danger et le secret. Ensemble nous aurions pu être invincibles, peut-être même heureux, mais nous n'aurons jamais l'occasion de le découvrir car aujourd'hui nous sommes ennemis. Si Kai s'imagine pouvoir détruire ce que j'ai de plus cher au monde, je me dresserai sur sa route sans hésiter une seule seconde. Ça m'intrigue plutôt bien parce que c'est un personnage qu'on a un tout petit peu découvert dans le premier tome et c'est un personnage où voilà, j'avais pas forcément d'avis négatif ou positif dessus. Donc je suis assez curieuse de le découvrir avec le tome qui lui est dédié. Et alors après, j'avais très envie également de découvrir l'autrice Rina Kent parce que je n'arrête pas de voir passer cette autrice partout. Pareil, il y a la chaîne de Larry qui lit pas mal de romances et dark romance qui arrête pas de la conseiller. Il y a Amy Rossam qui arrête pas de la conseiller également. Et en fait, je me suis dit que j'allais regarder un petit peu sur l'Instagram de l'autrice. Je vous mettrai l'image juste ici. En fait, elle a partagé une sorte de reading order. Donc en fait, elle a fait pas mal de séries différentes et ces séries en soi vous pouvez les lire indépendamment. Juste je sais pas pourquoi en fait elle a fait un reading order, donc est-ce qu'il y a quand même des petits clins d'œil à ces séries d'avant, je ne sais pas trop, ou alors est-ce que c'est par rapport aux dates de publication et du coup son style a un petit peu évolué. Je vous avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi elle a fait ce reading order là, mais du coup je me suis dit bon bah autant commencer parce que l'autrice dit de commencer. Du coup je me suis pris le premier tome d'une série qui s'appelle Royal Elite. Alors sur l'image que vous voyez vous avez une toute petite novella 0.5 qui n'est dispo en français qu'en e-book. Du coup je me prendrai peut-être l'e-book en fait pour découvrir la petite novella avant de lire le premier tome. J'ai donc pris Deviant King de Rina Kent qui est donc le premier tome de la série Royal Elite. Alors dans la série Royal Elite il y en a beaucoup, hein, de titres, je crois qu'il y a 7-8 tomes je crois, il y a vraiment beaucoup de tomes. Je sais pas si tous sont traduits en français, je crois qu'il y en a au moins 5 de traduits en français. Je crois qu'il y en a 5 et il y en a 7 au total, si jamais j'ai pas de bêtises, mais il y a peut-être des novellas par-ci par-là qui ont peut-être pas été totalement traduites. Enfin bref, je me suis pris celui-là parce que bah, c'était le premier titre que l'autrice conseillait en fait pour découvrir un petit peu sa plume.
On nous dit le méchant n'était pas censé être roi. Elsa, orpheline, élevée par sa tante et son oncle, fait son entrée à la Royal Elite, un établissement scolaire réservé à une élite fortunée. Rapidement, elle croise un regard sinistre et glacé. C'est celui d'Aiden King, le garçon le plus puissant et populaire de l'école. Quand Aiden accule Elsa contre un mur et lui murmure des menaces qui bouleversent son monde, elle comprend que sa vie vient de basculer, tout en Aiden est sombre de son esprit à son âme. Mais au lieu de garder ses distances, Elsa fait l'erreur fatale de défier ce roi dans son propre royaume, le diable dans son enfer. Dès lors, elle sait qu'elle va en payer le prix fort. Être la cible de la haine d'Aiden est risqué, mais susciter son désir pourrait bien être fatal. Du coup voilà, j'aime plutôt bien la couverture avec ces petites fleurs comme ça, j'aime plutôt bien l'édition poche. De base ça sort chez BMR, donc là c'est leur collection poche, donc c'est Ito. Voilà pour les petits achats et réceptions de cette semaine. Alors je dois recevoir un service presse demain, ça c'est sûr, parce que j'ai reçu un mail, mais celui que j'attendais de base, je ne l'ai pas encore reçu. Du coup peut-être que je vais le recevoir là aujourd'hui ou alors demain, et je vous montrerai les 2 dernières réceptions de la semaine. Très bien, mais je pense qu'en soi ça va plus trop tarder parce que normalement il sort cette semaine, hein, le titre que je dois recevoir aussi. Du coup je pense qu'il va bientôt arriver dans la boîte aux lettres. Alors au niveau de mes lectures, alors j'ai pas encore repris Heaven Breaker pour l'instant parce que je suis toujours dans mes 2 autres lectures. Du coup je suis dans Divine Darkness, donc ça je vous ai fait un petit résumé la dernière fois. J'ai pas tant avancé que ça parce que j'ai commencé le Carissa Broadbent, du coup ça m'a pris du temps de lecture. Je suis arrivée page 197, du coup il faut vraiment que je le reprenne un petit peu plus. Mais j'ai bien avancé dans L'Oiseau Chanteur et Le Cœur de Pierre, du coup j'ai lu les 2 parties, donc la partie d'avant-hier et la partie d'hier. Et en fait on se lit une centaine de pages par jour quasiment. Je suis arrivée page 195 et alors j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce que je lis pour l'instant. Déjà je suis trop contente de retrouver la plume de Carissa Broadbent, vous pouvez pas savoir. J'aime vraiment son univers, les couronnes de Nyaxia, du coup je suis trop contente en fait de retourner dans cet univers là. Je suis quand même assez curieuse de découvrir un peu plus de choses sur le personnage de Miche. Alors si jamais vous ne voulez absolument rien savoir sur ce titre là parce que vous n'avez pas lu la première duologie, passer un petit peu dans la vidéo, mais en soi je vais essayer de vous faire un petit résumé sans vous spoiler la fin de la première duologie. Voilà. On va donc suivre ici le personnage de Miche qui est une vampire et on l'a rencontrée grâce au personnage de Rain dans la première duologie. Là on retrouve Miche dans une situation un petit peu particulière vu qu'elle est partie de l'endroit où elle était dans la fin de la première duologie pour une bonne raison, parce qu'il s'est passé des petites choses et du coup elle a pris un petit peu les voiles, elle est partie. On se retrouve dans une situation un petit peu compliquée vu qu'elle va être captive et on va dire que les gens veulent la tuer, que quelqu'un va s'interposer un petit peu à sa mise à mort et ce quelqu'un c'est Hazard. Hazard qui est une personne assez particulière, vu qu'il est techniquement un héritier, mais limite un héritier illégitime d'une des grandes maisons de vampires. Également un vampire assez particulier, vu qu'on comprend que c'est également un nécromancien. Il va s'interposer à la mise à mort de Miche parce qu'il va dire il ne faut pas la tuer parce que ce n'est pas juste une vampire ordinaire. Il faut savoir pour le personnage de Miche, c'est qu'en gros elle avait été bénie par un dieu, donc le dieu de la lumière, lorsqu'elle était encore humaine, donc bien avant sa transformation. Et en gros c'était une personne qui priait énormément ce dieu-là et qui pouvait utiliser ses pouvoirs. Et normalement les personnes qui ont été bénies des dieux, si jamais ils ont eu la malchance d'être transformés en vampires, les dieux les abandonnent et donc ils ne sont plus capables d'utiliser les pouvoirs des dieux. Sauf que elle a toujours été capable d'utiliser encore le pouvoir de son dieu, donc le dieu qu'elle prie c'est Atroxus, et donc elle est toujours capable de faire des flammes, hein, comme on peut le voir un petit peu sur la couverture. Depuis quelques temps, en fait, elle n'arrivait plus du tout à accéder à ce pouvoir-là, elle commençait à se dire que ça y est, son dieu l'avait abandonnée, tout ça. Son dieu va revenir vers elle et va l'autoriser à continuer à utiliser un petit peu ses pouvoirs pour qu'elle reste en vie, et donc elle va être de nouveau captive, mais elle va être captive de Hazard et plus des personnes qui l'avaient capturée au début du roman, et donc celui-ci va lui demander de l'aider à faire quelque chose, parce qu'il faut savoir que dans cet univers vous avez des dieux qui ont vécu en fait il y a pas mal de temps que ça, et en fait nous on sait que dans cet univers là ça s'appelle les couronnes de Nyaxia parce que Nyaxia c'est la déesse qui a créé les vampires, et donc vous avez eu des dieux qui se sont un petit peu querellés à une certaine époque, et il y a notamment un dieu qui a été en quelque sorte tué par d'autres dieux, et ce dieu c'était l'amant de Nyaxia. Et donc Hazard nous dit qu'il va chercher à faire revivre ce dieu-là
parce que ce serait potentiellement Nyaxia qui lui aurait demandé de faire ça. Et qu'on va retrouver énormément de passages avec les dieux, on va avoir des passages qui concernent la nécromancie, on va avoir des passages où nos personnages vont aller dans des endroits où il y a des morts justement pour essayer de retrouver certaines reliques, pour essayer de faire revenir à la vie ce dieu-là. On a une ambiance assez sombre qui est vraiment liée à la nécromancie pour l'instant, et du coup Hasard a besoin de Micheux parce qu'en fait il a besoin des pouvoirs du dieu de la lumière pour pouvoir faire sa petite quête et pour pouvoir aller chercher toutes les reliques, tout ça. Du coup c'est pour ça en fait qu'il a besoin de quelqu'un comme Micheux. Donc c'est assez intéressant pour l'instant, j'aime vraiment bien cette histoire de quête un petit peu, j'adore moi quand ça parle de nécromancie, tout ça. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a un peu moins le côté vampire qu'on avait vraiment énormément dans la première duologie, mais en même temps, vu que le personnage de Micheux c'est quand même quelqu'un qui déteste sa nature de vampire et qui a vraiment été transformée de force, il rejette vraiment beaucoup de choses parce qu'elle de base, comme je vous l'ai dit, elle a été bénie par un dieu et forcément le fait d'être transformée en vampire ça l'a écarté un petit peu de sa destinée. Donc elle a vraiment du mal en fait à accepter sa condition de vampire, et elle a également du mal à accepter potentiellement les pouvoirs qui sont liés avec sa condition de vampire, et elle ne les utilise même pas du tout. Du coup c'est pour ça je pense qu'on n'a pas trop le côté vampire, parce que là pour l'instant on est toujours dans cette phase où elle n'accepte pas vraiment sa condition et en fait elle rejette tout ce qui touche au vampire. Donc elle est super contente en fait là d'avoir retrouvé un petit peu ses pouvoirs qui étaient liés au dieu Atroxus. Son dieu va également lui donner une petite mission pendant ses petites balades avec Hasard, donc on va suivre un petit peu ça. J'essaye de pas trop en dire parce que comme c'est une série qui suit en fait la première duologie, j'essaye de pas vraiment vous spoiler un petit peu sur les personnages et sur où ils sont et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais voilà, on va retrouver un petit peu ce genre de thématique là dans cette nouvelle duologie, et vraiment pour l'instant j'aime beaucoup. Le personnage de Hasard est assez charismatique et pour l'instant j'apprécie bien ce personnage, j'aime vraiment bien le découvrir et on sait un petit peu plus de choses sur lui et on apprend vraiment petit à petit des choses sur lui et sur son passé et sur qui il est réellement, et j'avoue que c'est un personnage qui m'intrigue vraiment bien. Vous savez que le personnage de Rain dans la première duologie c'est l'un de mes book boyfriends préférés, j'avais vraiment adoré ce personnage là. Le personnage d'Oraya je l'avais bien aimé également dans la première duologie. Du coup je me suis demandé est-ce que l'autrice va nous faire un personnage, un petit love interest qui va autant me plaire en fait que le personnage de Rain dans la première duologie, et j'avoue que pour l'instant c'est bien parti. Je suis assez curieuse de découvrir des petites choses sur lui. Donc ses interactions avec Micheux me plaisent plutôt bien, et le personnage de Micheux je l'aime bien aussi parce que j'aime bien justement le fait qu'elle soit capable de faire des choses avec des pouvoirs que ce soit lié aux dieux, et je trouve ça assez intéressant pour l'instant. Je me demande un petit peu comment ça va évoluer au niveau de l'histoire, donc il reste encore 350 pages à lire pour terminer le roman, donc je pense qu'il va se passer pas mal de petites choses, mais vraiment j'adore l'ambiance pour l'instant. Alors il y a eu un peu d'action mais je trouve que c'est pas non plus bourré d'action, je trouve que le rythme est un peu lent, surtout au début. Il y a un petit peu d'action parce que nos personnages justement sont partis chercher une petite relique, mais sinon je trouve que le rythme est assez lent, mais moi ça me dérange pas parce que je me laisse porter par la plume de l'autrice que je trouve vraiment très belle, donc je suis trop contente de l'avoir démarré. Et alors ça fait partie de ma petite vidéo que j'avais pu faire sur mes 5-star predictions, donc on verra si jamais c'est potentiellement un 5 étoiles ou pas, mais j'avoue que pour l'instant c'est bien parti. Du coup je vais lire ma partie d'aujourd'hui, hein, je dois lire encore 100 pages aujourd'hui, ça va me faire arriver page 299, donc je sais pas si je vais revenir vous voir demain parce que demain j'ai une journée un peu chargée. Je pense que je reviendrai potentiellement après demain pour faire un petit update sur ce que j'aurai lu. Je vous retrouve pour faire le tout dernier update dans ce vlog. Je vous ai pas repris depuis quelques jours parce que je vais pas vous mentir, c'était pas fou. Mentalement j'avoue que c'était pas exceptionnel, et j'ai eu un peu de mal en fait à venir en fait vous parler tout simplement. Vraiment trop de choses de la vie là qui sont parties dans tous les sens et ça a été super compliqué. Et en plus de ça on va dire que ce mois-ci c'est pas le mois que je préfère parce que ça va faire un an ce mois-ci que j'ai perdu quelqu'un, et j'avoue que mentalement j'ai du mal en ce moment, c'est compliqué. J'ai quand même réussi à lire, là je vais vous faire un petit update par rapport à ce que j'ai pu terminer. Et j'ai également commencé un drama, alors je me suis dit voilà je vais commencer un petit drama, ça va me faire penser à autre chose, etc. Ça a l'air d'être un drama de comédie romantique assez mignon, et en fait j'ai déjà chialé, donc c'est pas un truc tout mignon, tout beau, tout rose. Je crois que le drama s'appelle comme dans un film, il me semble, je vous mettrai la petite image juste ici. Je suis quasiment à la fin du drama parce qu'il fait que 10 épisodes celui-là. Et j'aime vraiment bien, en soi ça se regarde vraiment bien, j'aime bien les personnages, j'aime bien les thématiques, mais juste il y a des thématiques assez touchantes qui sont abordées et c'est un petit peu compliqué on va dire. Ce week-end quand j'ai regardé ça, ouais,
J'étais un petit peu au bord des larmes à plusieurs moments. Ce qui fait que là on est lundi 10 mars et vraiment les 10 premiers jours là de ce mois-ci c'était super compliqué. Donc bref, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu lire depuis la dernière fois que je suis venue vous voir. Et j'ai également une petite réception. Alors j'ai toujours pas reçu la réception que je devais recevoir cette semaine, donc je pense que ça a un petit peu de retard au niveau du facteur. De toute façon c'est pas très grave, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Vlog que je vais commencer dès aujourd'hui parce que c'est le vlog que vous avez pu choisir avec ma vidéo de vendredi. Je sais que normalement j'ai laissé jusqu'à demain soir au niveau des choix, mais au niveau du format il y a vraiment un truc qui a été beaucoup plus voté, donc je vais pouvoir commencer ce format là. Et il y a certains duels où il y en a vraiment un qui est gagnant comparé aux autres. Il y a encore 2 duels où c'est encore un petit peu tendu au niveau des votes, donc ça je vais attendre demain. Je vais commencer en fait l'un des titres qui a été énormément voté. Bref, au niveau du titre que j'ai pu recevoir, là c'était vendredi ou samedi que je l'ai reçu, c'est Wisteria de Adaline Grace, donc c'est le tome 3 de la série Belladonna. Je suis trop contente de l'avoir reçu, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et en fait en voyant ce tome 3 je me suis dit est-ce que je me ferais pas une relecture des 2 premiers tomes pour terminer cette trilogie, parce que c'est vraiment une trilogie que j'ai vraiment adorée, j'adore l'ambiance et j'ai très envie de relire des titres avec cette ambiance là. Ça c'est pas une ambiance que je vais pouvoir retrouver dans d'autres livres de ma fille à lire, j'ai pas vraiment de livres avec cette ambiance un peu gothique comme ça, donc je vais peut-être me faire une petite relecture en fait des 2 premiers tomes pour terminer ce tome 3. Alors pas tout de suite parce que là je vais lire les titres que vous m'avez choisis, tout ça, mais peut-être tout à la fin du mois de mars ou alors début du mois d'avril. J'ai bien envie en fait de me poser une petite semaine pour me relire cette série, me relire les 2 premiers tomes et terminer avec ce tome 3. Donc au niveau de l'objet livre, je le trouve encore une fois très très beau. J'aime vraiment beaucoup en fait les éditions qu'ils ont pu faire pour ces titres là. On a toujours les premières pages comme ça avec le titre. Et on a des petits en-têtes de chapitres qui sont assez sympas aussi, comme ça. Voilà pour la dernière réception de la semaine dernière, j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. Alors au niveau des lectures que j'ai pu terminer, alors j'ai terminé la lecture commune que je faisais pour L'Oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Broadbent. J'ai dévoré quand même le roman, je pensais pas que j'allais vraiment tenir le rythme des 100 pages par jour qu'on avait fixé, parce que en fait quand je regardais le roman je me suis dit mais il y a quand même beaucoup d'écriture, mais j'aime vraiment beaucoup la plume de Carissa Broadbent. Je trouve vraiment que c'est une plume qui réussit à m'emporter à chaque fois dans les récits. Et je sais pas, je trouve ça vraiment très très fluide à chaque fois. Alors j'ai beaucoup aimé l'ambiance là dans cette nouvelle série. On a une ambiance qui est beaucoup plus glauque et beaucoup plus sombre, je trouve, que dans la première duologie. Nos personnages vont devoir se balader dans un lieu entre la vie et la mort. On va parler de spectres, on a pas mal de petites entités comme ça qui vont être présentes au fur et à mesure du roman. Et j'ai trouvé que ça donnait une ambiance vraiment très très chouette. J'ai mis 4 étoiles sur 5 pour ce livre là. Ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a quand même une chose qui m'a dérangée pendant le récit en soi. J'avais du mal en fait avec le fait que Miche soit bénie par un dieu et qu'elle ait vraiment cette adoration pour Atroxus, qui est donc le dieu de la lumière. J'avais énormément de mal avec la relation entre Atroxus et Miche. Je trouvais ça malaisant, je trouvais ça vraiment un peu pervers quand on avait les flashbacks dans le passé également. Ça m'était mal à l'aise en fait à certains moments, j'aimais pas du tout cette relation. Heureusement on voit un peu l'évolution de la relation et ça reste pas comme ça, mais je sais pas, j'ai vraiment eu du mal avec ce côté là et c'est vraiment un côté qui m'a mis mal à l'aise pendant plusieurs moments dans le roman. J'ai vraiment eu du mal en fait avec ce côté là, ce qui fait que le personnage de Miche, je l'ai pas non plus adoré tant que ça. J'ai bien aimé parce que je l'ai trouvé charismatique, j'ai bien aimé les choix et l'évolution de son personnage, mais cette facette là en fait de sa personnalité m'a vraiment beaucoup dérangée, donc c'est pour ça que j'ai mis que 4 étoiles, parce qu'il y a vraiment certains passages en fait que j'ai pas trop aimé, mais c'est propre à moi hein, bien sûr. Après j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Hazard, qui est donc le petit love interest. J'ai vraiment bien aimé l'évolution de son personnage aussi. J'ai adoré en savoir plus un petit peu sur lui et savoir un petit peu plus sur pourquoi il est comme il est finalement. J'ai trouvé que le personnage en soi était hyper intéressant et l'autrice avait réussi à faire un personnage assez charismatique. Mon petit compagnon à 4 pattes qui les accompagne, que j'aime vraiment beaucoup aussi. La fin m'a plutôt bien plu, forcément ça finit sur un truc
qui nous donne envie de lire la suite, hein, que Carissa Broadbent a souvent l'habitude de faire ça. Mais ouais, j'ai bien aimé la fin, même si j'ai trouvé qu'il y avait certains éléments que j'avais pu voir venir un petit peu avant. C'est quand même une fin qui me donne extrêmement envie de lire la suite et c'est quand même une fin qui m'a globalement plu. Donc je suis assez contente là de l'avoir découvert. Ah oui, il y a un petit truc aussi qui m'a manqué dans ce titre-là, c'est que j'ai trouvé que vu qu'on parlait un peu plus de magie, de nécromancie, de dieu et vraiment la petite mission qu'ils vont faire, beaucoup moins le côté vampire, le côté un peu glauque du vampire qu'on avait énormément dans la première duologie et surtout dans le premier tome, ce qui fait que ça m'a manqué. Genre en fait on suit des vampires et des fois j'avais pas l'impression de suivre des vampires. Il y a vraiment qu'à certains moments où l'autrice nous rappelait que ah bon bah il faut qu'ils se nourrissent, mais sinon j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu ce côté-là au fur et à mesure. J'aurais bien aimé qu'on ait davantage de moments où voilà, on se rappelle que nos personnages sont techniquement des vampires et que voilà, il faut qu'ils fassent certaines choses et que ça pose certaines problématiques, et j'ai trouvé que c'était un peu absent par rapport au reste de l'histoire. Mais sinon ça reste quand même une très très chouette lecture, je lirai la suite avec plaisir. Vraiment trop contente de m'être replongée dans un nouveau titre de cette autrice que j'aime vraiment beaucoup. Ce week-end j'ai également avancé dans Heavenbreaker de Sarah Wolf et malheureusement ça va être un DNF pour moi. Je suis arrivée page 301, quasiment la moitié je crois, parce qu'il fait 600 en plus. Il fait 603, donc j'ai lu la moitié et j'accroche pas. En fait, je pense que le style d'écriture est pas vraiment fait pour moi parce que j'ai vraiment du mal, lorsque l'autrice veut décrire une scène d'action, j'ai vraiment du mal à imaginer ce qu'elle veut décrire. C'est vraiment mon problème avec ce livre-là. Je pense que je suis complètement hermétique en fait au style de l'autrice, alors qu'on n'a pas arrêté de me dire du bien du style de l'autrice. Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec le style. Malheureusement, je trouve que les personnages sont pas attachants. En fait, je trouve que l'intrigue est plutôt chouette. Je trouve que les bases en fait de l'intrigue de cette duologie sont assez intéressantes. Heureusement il n'y a pas ce truc qui me garde en haleine. Déjà au niveau du style d'écriture j'ai du mal à avancer en fait dans le récit. Les personnages me plaisent pas vraiment non plus. Donc voilà, premier petit fail pour ma part avec les éditions Korrigan depuis que j'ai commencé le partenariat depuis le début d'année. Mais vraiment j'ai pas envie de me forcer avec cette lecture parce que je sens que ça le fait pas du tout. Et si c'est pour le terminer et juste mettre une mauvaise note parce que j'ai pas apprécié la lecture, ça sert à rien. Comme je le dis à chaque fois quand il y a un livre que je n'apprécie pas, ne vous fiez pas que à mon avis non plus. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont posté leur review là sur Discord et il y a des personnes qui ont adoré le roman, donc n'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu si jamais vous souhaitez d'autres reviews en fait sur ce titre là pour voir si c'est un titre qui peut vous plaire ou pas. Enfin pour terminer, j'ai également fini Divine Darkness de Anatrice. Et je dois dire que je suis mitigée. En fait, j'ai vraiment adoré le début, comme je vous l'ai dit, j'ai été à fond. Déjà le prologue m'avait énormément plu, je trouvais que le plot un petit peu de l'histoire et l'ambiance me plaisaient énormément. Mais en fait, en terminant ce livre-là, j'ai l'impression qu'il s'est rien passé. En fait, pas qu'il s'est rien passé, mais j'ai l'impression que c'est un énorme tome d'introduction et qu'en soi on n'a pas avancé plus que ça au niveau de l'intrigue de la série, et quand je regarde un petit peu les événements qui se sont déroulés dans ce premier tome, il y en a pas tant que ça en fait, c'était pas très très mouvementé en fait au niveau des péripéties. On a vraiment pas mal d'informations sur notre personnage principal, on a également pas mal d'informations sur Sun et également sur Night. Ça je suis d'accord, l'autrice a vraiment pris son temps pour amener les personnages et j'aime bien, en soi ça me dérange pas du tout, mais juste j'ai l'impression que je reste sur un truc inachevé par rapport au premier tome. Donc je ne sais pas, je suis un petit peu mitigée parce qu'en fait j'ai vraiment bien aimé plusieurs choses dans le récit, mais en même temps j'ai pas ce truc qui me donne envie forcément de continuer la trilogie. Si jamais vous avez lu le tome 2, n'hésitez pas à me dire si l'intrigue évolue, si c'est un petit peu plus mouvementé en fait dans la suite, parce que vraiment pour l'instant je sais pas si je vais lire la suite. Je suis pas méga hypée en fait au vu des événements, même si j'ai vraiment adoré l'univers et que je trouve que l'univers a vraiment du potentiel. Mais ouais, je sais pas en fait pourquoi l'autrice a pas mis un petit peu plus de choses en fait dans ce premier tome. Je trouvais qu'au niveau du rythme c'était assez plat en fait et je me suis ennuyée à certains moments malheureusement. Mais l'héroïne en soi je l'aime bien, j'aime plutôt bien Night, je le trouve assez charismatique et j'aime plutôt bien cette ambiance également de la cour de la nuit, tout ça. Vraiment bien le fait qu'on trouve également plusieurs créatures dans cet univers là.
mais je sais pas, il m'a manqué vraiment d'un truc qui me garde en haleine en fait tout au long du récit. Je trouvais qu'il y avait quand même quelques longueurs, même si grâce à la plume de l'autrice, je suis quand même allée à la fin du roman parce que je trouve que sa plume se lit vraiment très très bien. J'ai vraiment aucun problème là par rapport à la plume de l'autrice, hein, comparé au livre de Sarah Wolf que j'ai pu lire avant. Vraiment je trouve que ça se dévore en fait au niveau de sa plume, juste au niveau péripéties, il n'y avait pas assez. Donc vraiment n'hésitez pas à me faire vos retours si jamais vous avez déjà lu la trilogie complète ou au moins si jamais vous avez lu le tome 2. Est-ce que ça s'améliore par rapport à ces côtés-là? Parce que si vraiment il y a un gros changement par rapport au premier tome, je pense que je me laisserai tenter avec le tome 2. Peut-être que celui-là c'était vraiment qu'un tome d'introduction un petit peu à l'univers et aux personnages, surtout parce que vraiment on a eu beaucoup d'informations sur les personnages. Donc n'hésitez pas à me faire votre petit retour dans le commentaire, comme ça je pourrais me décider si jamais c'est une trilogie que je vais continuer ou pas. Voilà pour les petits titres que j'ai pu terminer là la semaine dernière. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo, ou alors si jamais vous avez lu un des romans que je vous ai présenté dans les petits bookhauls. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est des titres qui vous ont plu. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, est-ce qu'on peut mettre des petits emojis en rapport avec le soleil et avec la lune, comme c'est les deux protagonistes de la série de Anatrice, je pense que ça représente plutôt bien le roman. Moi du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.